blockchain, si on fait donc une recherche sur Internet, on s'aperçoit que si on a blockchain, smart contract, Bitcoin, on a en moins de 50 secondes des milliers de résultats. Donc oui, on en parle dans les médias. On peut le voir ici, on en parle donc à travers un certain nombre de revues anglaises, américaines, françaises, un ouvrage, donc ici, un site donc internet, donc oui, donc on en parle un petit peu là. Est-ce qu'on a donc réellement des flux financiers étant donné qu'on a donc un certain nombre de poids donc sur ce domaine-là? Oui, effectivement, on a des flux financiers qui vont s'intéresser à cette blockchain. On voit qu'on a donc une évolution croissante. Malgré tout, on note qu'entre 2017 et 2018, on a donc une augmentation de ces flux de 50%, alors qu'entre 2018 et 2019, on n'est plus qu'à 28%. On s'y intéresse, est-ce qu'on a donc une évolution qui va être un petit peu plus lente? On va voir. Alors, on parle de cette blockchain dans les médias, sur Internet, dans les livres, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, c'est une technologie qui est basée sur la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation? En principe, quand on fait un contrat avec une banque, ou quand on veut un prêt bancaire, on passe par un organe qui est dit central. Ici, je veux faire donc une de ces transactions entre A et B. Je vais passer par un organe au milieu pour atteindre mon prêt. Ici, on est dans un organe ici qui est décentralisé. On va faire en fait une transaction entre A et B, entre nous, entre moi et vous, sans aucun organe central. On fait donc une simple ces transactions de pair en pair. Ce qui veut dire que cette technologie qui est décentralisée, qui ne fait donc recours à aucun organe central, je vais pouvoir partager cette information entre tous, étant donné qu'on saura que je suis en train de réaliser une transaction entre moi et vous. Cela veut donc dire que je vais avoir un partage de cette information que vous, à droite ou à gauche, pour ma part, vous le saurez. Ça veut dire que cette transaction est réalisée dans chaque bloc. Un bloc contient une seule ces transactions. Je vais donc assembler chaque bloc qui va faire une chaîne, d'où la blockchain. À partir de 2009, on a donc un auteur ou un groupe d'auteurs, on ne sait pas. Nakamoto, Satoshi, qui est donc un acteur qui est encore inconnu, réellement, qui a inventé le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? C'est crypto-monnaie, donc en fait une monnaie qui n'est que échangée sur un système décentralisé, donc sur la blockchain. On va voir un petit peu plus loin cette évolution donc, de ce Bitcoin qui a, comme on peut voir donc, ici, eu donc, une euphorie entre 2017 et 2018. Pourquoi? On peut avoir un certain nombre de raisons qui peuvent être dans la non-confiance qu'ont tous les acteurs envers un organe central et qui se disent on n'a plus confiance donc, envers une banque, on n'a plus confiance envers un intermédiaire, je préfère c'est passer par un système décentralisé et je vais investir dans le Bitcoin. On a pu voir donc
des montants qui ont donc atteint des sommes très fortes, comme on peut voir donc ici. Puis, un trend, c'est décroissant, mais qui reste encore stable. Alors, la blockchain, ce n'est pas uniquement des crypto-monnaies, c'est aussi des levées de fonds qui se font via des crypto-monnaies, ICO, et des smart contracts. C'est sur ce point-là que l'on va ensuite se focaliser. On va voir c'est l'évolution de ces levées de fonds. Est-ce que ça a ou non intéressé les gens et ceux qui ont souhaité investir? Oui, on voit que donc on a donc une évolution symétrique par rapport au Bitcoin. On s'aperçoit qu'on a donc une chute importante ici, due à quoi? Dû au fait que donc à partir de septembre 2018, on a eu donc une loi qui a réglementé ces levées de fonds. Cette réglementation a bien évidemment freiné les gens. Étant donné que c'est l'attrait de ces levées de fonds, c'est qu'on n'avait aucune règle. Ce qui peut, on peut se dire que, donc est-ce que toutes ces levées de fonds étaient bien claires? On n'en sait rien. Mais dès lors que l'on a donc instauré cette réglementation, on a eu une chute. Alors, la blockchain dans les différentes donc, institutions, oui, c'est vrai, on s'aperçoit que la blockchain est utilisée dans le secteur bancaire à travers un certain nombre de banques connues. La blockchain est aussi donc à la fois c'est privé et public, dans le sens où on peut se créer une blockchain au sein d'une institution où l'information est partagée que par tous les membres de cette institution. Ou alors, on peut avoir une blockchain qui est dite publique et qui, là, est accessible à tout le monde. Ici, on a donc une nouvelle loi dans la blockchain privée, dans le secteur qui est plus en droit juridique, où on peut donc avoir un partage sur toutes nos informations des sociétés. Leur numéro d'immatriculation, leur statut, donc est-ce que c'est une entreprise donc anonyme, ou non, etc. Une autre loi qui a été approuvée en avril, qui dit qu'on peut avoir un contrat d'assurance vie qui peut intégrer des bitcoins ou de la crypto-monnaie. On peut avoir un contrat en assurance vie basé sur la crypto-monnaie. Et enfin, on a les 10 plus grandes bourses mondiales qui ont aussi donc adopté la blockchain. Donc oui, on a la blockchain aussi qui est entrée dans les différentes donc, institutions. Alors, pour notre part, on s'intéresse essentiellement au smart contract. On traduit ce smart contract par un contrat intelligent. Pourquoi? Pour ma part, je ne suis pas vraiment fan, donc on va dire, de ce mot. Pourquoi? Premièrement, ce n'est pas un contrat. Juridiquement, c'est parlant, ce n'est absolument pas donc un contrat. Il n'est pas donc reconnu. Intelligent, pourquoi? Étant donné qu'il ne fait que ce que je lui dis de faire. C'est donc essentiellement un protocole informatique qui va réaliser ce que je lui dis. C'est-à-dire que c'est un protocole informatique basé sur des conditions. Des conditions qui vont être if, when, then. On
On va prendre des cas. Dans ce protocole donc, informatique, il est réalisé que sur la blockchain, c'est-à-dire sur un point qui est décentralisé. Cela veut donc dire que je vais encore partager cette information au sein de tous, au sein de la chaîne. On va prendre un certain nombre de cas très simples. Un smart contract a pour but de réaliser un gain de temps. Pourquoi? On va avoir donc un acteur A et B. A a décidé de prendre l'avion. Il s'aperçoit que cet avion, le jour J, est en retard. En principe, vous allez faire quoi? On va demander à la compagnie comment est-ce que je peux faire pour avoir une indemnisation. Ce qui veut dire que ça prend du temps, et pour vous, et pour eux, et que pour avoir donc une rémunération donc attendue, c'est long. Ici, dans ce cas-là, c'est très simple. Dès lors que A va acheter son billet d'avion, il va réaliser un protocole informatique qui lui dit si mon avion que je vais prendre est en retard, alors je vais avoir une indemnisation. Ce qui veut dire que automatiquement, vous aurez une indemnisation sans avoir donc recours à la procédure classique. Donc, pour vous, c'est un gain de temps et un gain aussi, c'est d'argent, étant donné que c'est sûr. Un autre exemple, un gain en confiance. Pourquoi? Tout simplement, on prend un cas A et B. A souhaite donc acheter une voiture en leasing. On sait que si je prends donc une voiture, donc en location avec option c'est d'achat, au bout de 3 ans, j'ai 2 options. Soit je renouvelle pour une autre voiture, soit je vais régler l'option d'achat. Mais comment donc est-ce que B peut être sûr que A va réaliser dans 3 ans l'une ou l'autre option? C'est la même chose que comment est-ce que vous faites confiance en la personne que vous rencontrez pour la première fois? Impossible. Ce qui veut dire que là, je vais faire un smart contract, donc un protocole informatique dans la clé, où je mets que si A ne remplit pas l'une ou l'autre option, alors la clé ne fonctionnera pas. Ce qui veut dire qu'il ne pourra plus l'opposer. Très clairement. Ce qui veut dire que B est sûr que A va réaliser soit l'une ou l'autre option, et cela évite à B de recourir à aucune instance si A ne réalise pas une ou l'autre option. Donc, c'est un gain de confiance entre 2 personnes qui ne se connaissent pas. Alors, en fonction de ce que je vous dis, on peut dire qu'un smart contract, c'est vraiment merveilleux. Oui, mais, toujours un mais. Mais, un cas 3 qui nous dit une petite rigidité. Simple. J'ai encore A et B. A veut acheter un stylo à B. Il lui dit que la transaction va être faite le 17 mars et qu'il va prendre un stylo rouge. Et que cette transaction lui sera donc livrée le
c'est la même chose que quand vous-même, vous envoyez donc un mail. Comment est-ce que vous pouvez donc revenir sur ce mail? Dès lors qu'on met send, c'est impossible. Là, c'est la même chose. C'est impossible. Donc, ce qui veut dire que c'est une certaine rigidité et aussi donc une certaine peur. Il faut vraiment être sûr que dès que je lance, c'est la condition, je suis sûr de mon choix. Si je ne suis pas, attention. Dans les différentes recherches donc académiques, on s'est principalement focalisé sur la partie comment un entrepreneur va financer son projet à travers un capital risque, un financement participatif ou un prêt banque. Mais on s'est un petit peu moins intéressé au rôle de cet entrepreneur au sein d'une transaction financière. Pour notre recherche, on s'est intéressé aux différentes ces transactions financières qui sont faites par donc, un entrepreneur. On sait que dès qu'on va faire vous-même ou donc une entreprise, ces transactions, on va réaliser un contrat. On va faire un contrat pour avoir un prêt bancaire ou autre. Dans ce contrat, c'est une notion qui a été étudiée depuis très longtemps par un certain nombre d'auteurs, dont même 2 ont donc reçu un prix Nobel, dont un que j'ai pu donc rencontrer et discuter sur ça et sur mon propre projet. On parle donc d'un problème où on a donc un acteur A et B qui va faire un contrat. On peut se trouver dans des cas où A est incité à ne pas dire toute l'information et à se comporter de manière opportuniste. Dans le sens où il maximise son propre projet et son propre profit et non pas le profit collectif. Quand on est dans ce cas-là, on est dans un contrat qui est dit incomplet, dû au fait qu'on n'a pas toute l'information. À l'inverse que nous, on souhaiterait, dans la situation optimale, donc avoir un contrat dit complet, où on a une réelle information de A et de B. On parle en économie de notion de hold-up, problème, dans le sens où on a 2 parties, A et B. Il faudrait mieux que ces 2 personnes-là coopèrent ensemble, mais en fait, ils ne le font pas. Ils ne le font pas car ils n'ont pas envie de donner un pouvoir de négociation à l'autre plus fort. En gros, on a donc un acteur égoïste et qui veut avoir son information, son propre, ses profils que pour lui. Et on sait très bien que si on échange, on parle, on améliore la situation de A et de B. Alors, si on repart pour notre entrepreneur, est-ce que un entrepreneur peut essayer de résoudre ce problème de contrat incomplet en utilisant un smart contract? Est-ce qu'un protocole informatique basé sur cette décentralisation va résoudre ces comportements opportunistes ou non? Est-ce qu'on va retrouver ou obtenir un contrat qui est dit complet? La littérature s'est intéressée à ce domaine-là, a trouvé un certain nombre de solutions, mais qui comportent des limites. D'où le fait que le smart contract essaie de dire, voilà, je suis nouveau, est-ce que je
contract est là pour réduire une information cachée, privée, étant donné qu'on a un partage de cette information au sein de la chaîne. Donc oui, on va donc réduire cette information, c'est privé, et on va donc résoudre, c'est le contrat qui est dit incomplet, et on va se trouver dans un contrat où tout est parfait. Alors, vu le nombre, c'est d'auteurs de théorie, prix Nobel sur ce domaine-là, donc on se dit, un smart contract résout tout. Est-ce vrai ou pas? Pour nous, notre analyse nous dit que oui, on a donc un partage de cette information donc au sein de tous. C'est vrai dans le sens que ce protocole donc informatique se réalise dès lors que ma condition est faite. Donc oui, c'est vrai. Est-ce que le signal envoyé par l'émetteur est observable? Oui. Si moi-même, je ne remplis pas, c'est la condition if, je n'aurai pas de protocole. Rien ne se fera. C'est la même chose que si vous n'appuyez pas sur envoyer sur un mail, rien ne se fera. Okay. Par contre, est-ce que le signal reçu par l'émetteur est observable? Non. On va voir pourquoi. On part dans le cas 4 qui nous parle, c'est maintenant de rigidité qui est dite complexe. On prend un cas très simple. On a A et B. A souhaite donc acheter un smartphone à B. Très simple. A doit régler, payer B pour que la condition soit validée et que le contrat ou le protocole se réalise. Ce qui veut donc dire, on se situe en date 0, où A souhaite acheter un smartphone. En date 0,5, A va envoyer l'argent pour qu'en date 1, il reçoive le smartphone. Très clair. Je vais avoir 3 options en date 1. Je reçois le smartphone, il fonctionne, tout est parfait. Je reçois le smartphone, il est endommagé ou ne fonctionne pas. 3e option, je ne reçois rien. Comment est-ce que A peut-il faire recours sur un protocole informatique? Impossible. Ce qui veut dire qu'on est dans la situation de A, et comment est-ce qu'on peut observer la réception du signal? Dans le sens où comment l'émetteur va faire recours, donc comment A va faire recours à B pour dire que je n'ai rien reçu, soit rien ne fonctionne. Comment? Via un protocole informatique qui est dans le cloud. Comment on peut faire? Ce qui veut donc dire en économie que A va faire face à un double aléa moral, dans le sens où on ne peut pas voir le résultat en date 1 et il ne peut pas avoir recours à une juridiction, dans le sens où on n'oublie pas que c'est un protocole informatique et que ce n'est pas un contrat. Un smart contract n'a aucune entité juridique. On a pu voir qu'un certain nombre d'auteurs ont remarqué que l'abondance des contrats en langage humain entraîne plus d'inefficience. Et aussi, d'autres ont remarqué que la blockchain a un réel potentiel, mais si on n'a aucune gouvernance, aucune réglementation, on n'avancera pas. Si on revient à notre cadre A et B, on a
100 lorsqu'il reçoit le smartphone et tout est parfait, 0 quand il ne reçoit absolument rien. Et on peut dire 50 s'il est endommagé. Il a un peu de gain, étant donné qu'il l'a reçu, mais il n'est pas encore à 100%, étant donné qu'il n'est pas vraiment parfait. Alors que les coûts de B sont identiques, quelle que soit l'option 1, 2, 3, étant donné qu'il ne sait pas si 1 a bien non reçu ou si ce qui a été envoyé est bien bon. Donc, si on peut donc voir, A va avoir des pertes et B aucune. Notre solution c'est d'introduire en date 2 un oracle. Un oracle qui est une entité donc indépendante et qui va être là pour vérifier si la condition de A a été bonne ou non, si donc elle a été bien exécutée ou non. Dans le sens que là, est-ce que A a bien reçu son smartphone? Est-ce qu'il est bien ou non? Donc, en date 2, on aurait un oracle, donc une entité indépendante, qui serait là pour vérifier l'exécution de la condition envoyée par A et la bonne réception ou non. Ce qui veut dire que A pourrait faire recours en fait à son protocole informatique lancé en date 0. Ce qui veut dire que si on reprend, c'est notre cas. Ici, on est en date 0. Je veux un smartphone. J'envoie l'argent, je le réceptionne ou non. Et en date 2 va vérifier si en date 1, A a bien reçu son smartphone et s'il fonctionne ou non. Donc, la date 2 sert de recours à A. Ce qui veut dire que le surplus de A, donc le gain de A, va augmenter. Étant donné que si on est dans l'option où il ne reçoit rien, où il reçoit le smartphone mais endommagé, il pourra faire recours, ce qui veut dire que son gain ne sera plus jamais égal à 0. À l'inverse de la situation 1. Et à l'inverse, les coûts de B ne seront plus fixes. B, il va falloir qu'il fasse face à la compensation de A si on est dans les options 2 ou 3, et aussi à la rémunération de cette oracle pour vérifier la bonne réception de l'objet de A. Ce qui veut donc dire que B va aussi donc avoir un coût supplémentaire et devra obligatoirement plus faire donc attention à ce qui est envoyé. On retrouvera donc un équilibre plus normal. Est-ce que ce smart contract est un contrat incomplet ou non? Alors, la question n'est pas simple, dans le sens que tout dépend. Oui et non. Oui, dans le cas, si on se trouve dans une de ces transactions, c'est financière, si on veut s'élancer, si on veut envoyer donc une somme d'argent dans un autre pays, en devise autre, oui. C'est un contrat assez complet, donc étant donné que je vais envoyer, si j'envoie cet argent, l'exécution donc est faite. C'est vrai. On va avoir une mise donc, en confiance, étant donné que je ne connais pas cette autre personne donc, avec qui je vais faire ce contrat. Et là, j'ai un protocole qui va me sécuriser cette transaction. D'où le cas 2 que l'on avait pris quand on était pour louer une voiture. Donc, oui. On peut avoir donc une réduction
réduction de l'incertitude, c'est vrai, donc on peut se trouver dans un contrat qui est un peu plus complet. Toutefois, si on fait un contrat avec une livraison d'un objet, on se trouvera dans un contrat qui sera incomplet et qui va engendrer encore plus de coûts que donc, un contrat qui est dit classique. J'ai donc ensuite fait une synthèse des coûts entre un smart contract et un contrat très classique. On a les avantages, les inconvénients. On s'aperçoit qu'un smart contract, étant donné que c'est un protocole informatique, ça veut donc dire que ça va beaucoup plus vite que donc, un contrat entre deux personnes qui doivent se voir, s'appeler, etc. Le coût sera donc moindre, étant donné que c'est que donc, un protocole donc, informatique, donc, un coût plus faible. À l'inverse, un contrat assez classique est plus flexible. Si on change ses idées, on peut essayer de renégocier. Donc, alors que sur un smart contract, on ne peut pas. On doit faire un choix définitif dès le début. À l'inverse, un smart contract, on n'a aucun autre coût, donc on a une inflexibilité totale. On a un coût informatique qui est impressionnant. Donc un exemple, en 2018, l'électricité s'est consommée par la blockchain a représenté l'équivalent de la consommation en électricité de 3 400 000 ménages américains, ce qui est impressionnant. Et sachant qu'un Américain consomme énormément. À l'inverse, un contrat, c'est classique, a donc une reconnaissance en droit, on peut avoir donc recours et on peut négocier. À l'inverse du smart contract, aucune de ces négociations n'est possible. Si on revient à notre problématique initiale, est-ce qu'un smart contract va ou non résoudre le problème que fait face l'entrepreneur? Un entrepreneur, selon les différentes théories économiques, ne doit pas prendre ces risques supplémentaires. Ce qui veut dire que ce smart contract sera intéressant donc pour lui dans le sens qu'il pourra réduire ses coûts, il pourra réduire son temps quand il va réaliser une transaction qui est dite financière, dans le sens où on échange une somme d'argent, oui. S'il donc utilise ce smart contract, il réalisera des gains. Des gains de coûts, des gains en tracteur, de confiance, etc. Oui. À l'inverse, si on se place dans un contrat où on doit livrer un objet réel, et non pas une somme d'argent échangée, non. On aura un contrat réellement incomplet et qui sera même encore plus incomplet qu'un contrat qui est dit classique. Donc, non, absolument pas. Enfin, pour finir, la blockchain, est-ce une innovation ou une somme de ces technologies? On peut voir dans différents médias que la blockchain est une innovation. Absolument. On va voir ensemble que non. On peut dire que c'est la blockchain est-elle une nouvelle technologie? Oui, absolument, c'est vrai. On a donc une autre forme, un autre procédé, oui, c'est vrai. Est-ce que la blockchain est une innovation qui est dite disruptive? Disruptive, ça veut dire que c'est une innovation qu'on peut appliquer dans tous les domaines
de la vie courante. Est-ce que c'est le cas? Non, absolument pas. On peut l'intégrer dans des secteurs précis, mais on ne peut pas encore l'utiliser dans tous les domaines. Donc non, c'est faux, pas encore. Peut-on se comparer c'est la blockchain à donc Internet maintenant? Non, étant donné que donc Internet est une innovation qu'on peut appliquer dans tout domaine, à l'inverse de la blockchain. On peut réellement se comparer c'est la blockchain au début d'Internet, dans les années 60. Là, d'accord, oui, c'est vrai. Ensuite, est-ce que la réglementation et ces gouvernances amélioreraient la blockchain et son application? Oui. Et enfin, est-ce que c'est la blockchain mélangée à l'intelligence artificielle pourrait être une amélioration de sa pratique? Oui, peut-être. À voir. On ne sait pas encore, c'est l'intelligence artificielle se met de plus en plus dans des domaines particuliers. Est-ce qu'on pourrait avoir un oracle qui est lié à un simple petit robot et qui me dirait est-ce que c'est la condition du smart contract a bien été donc appliquée? Oui, on n'en est pas encore là, peut-être. À voir. D'où le sens de ce que je vous ai dit et d'où les points clés. La blockchain se situe dans la partie de sa croissance. Ce qui veut dire qu'elle est en train de s'appliquer dans de plus en plus de champs, même si parfois c'est encore difficile. Mais on n'est pas encore dans la phase de maturité. Quand on se trouvera dans la phase de maturité, on pourra reparler que la blockchain est une innovation dystopique. Mais pas encore. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre présence. Merci beaucoup. C'est des questions dans la salle? Si tu peux revenir sur le tableau avec les avantages et les inconvénients du contrat classique. Tu n'as pas du tout évoqué les coûts. Alors les coûts en termes de consommation d'énergie pour les smart contracts, mais le contrat classique qui passe par des intermédiaires professionnels, spécialistes, juristes et compagnie, ça représente quand même des coûts importants et c'est sans doute aussi ce qui fait l'attrait du smart contract par rapport au contrat classique. Exactement, puisqu'on est dans une intermédiation, dès lors et que l'on parle de contrat classique qui engendre des coûts supplémentaires et qui peut engendrer aussi, c'est ce que j'ai mis, qu'on a une renégociation possible. Et une renégociation possible, on peut se retrouver encore entre A et B qui ne partagent pas toutes ces informations. Donc, on va avoir des coûts supplémentaires. Et l'intermédiaire engendre des coûts parce qu'il faut aussi le rémunérer. Et aussi, il engendre des coûts dans le sens où on perd du temps. Un intermédiaire fait perdre du temps dans une de ces transactions. Idem, quand vous-même, si vous voulez faire un prêt bancaire, il ne se fait pas en 2 secondes. C'est long. C'est la même chose. On a pu même en Suisse immatriculer des grosses entreprises en un jour. Et on a même pu faire des prêts entre 2 entités dans un temps record. Et alors qu'en temps normal, il faut des procédures, demander, passer par un intermédiaire 1, 2, 3, 4. Donc, on a des coûts en intermédiaire, donc d'où c'est l'attrait du smart contract où on le fait pour le faire en termes, ce qui est vraiment très simple.
Quand vous parlez d'oracle, c'est un terme qui est informatique, qui est économique, c'est la littérature, en tout cas un choix pour identifier cet acteur. Alors, c'est un choix de littérature dans le sens où c'est une entité qui est indépendante. Et de A et de B. Et qui est humaine. Exactement. D'où le fait que si on intègre dans mon dernier slide l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait transformer cet oracle en robot qui ferait la même chose qu'un humain et qui pourrait ne pas avoir de biais cognitif aussi. Pour revenir sur ce point, en attendant que les avocats soient justement remplacés par des robots, cet oracle-là, ça va être concrètement qui? Ça va être un avocat, ça va être un notaire, mais si c'est le cas, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on gagne par rapport à un contrat classique? C'est le tiers qui joue le rôle de sécurisateur et celui qui a l'habitude de ni un avocat, dans le sens qu'on sera là uniquement pour vérifier si la condition a bien été réalisée ou non, pour qu'ensuite A puisse avoir mon recours. Et alors c'est la preuve que je n'ai pas non plus reçu le smartphone ou alors il est en et c'est, oui, on va donc repartir au bout, comme sur un contrat assez classique où on peut avoir notre recours. Mais si on n'a pas laissé de recours, où est l'intérêt en fait? On sait très bien que quand on reçoit un colis, parfois donc on ne le reçoit pas, parfois dans le transport il est donc endommagé, etc. Et si on ne peut pas avoir notre recours, on a des pertes énormes. Oui, mais qui a nommé l'oracle? Qui ça? Cet oracle, qui sera c'est nommé ni par A ni par B, évidemment, il sera donc indépendant de tout, une institution indépendante de toutes ces transactions qui est faite entre A et B. Institution indépendante, qui veut dire comme un tribunal qui est indépendant entre deux entités, là, c'est aussi donc une entité indépendante entre ces deux acteurs pour constater que A a un problème sur l'objet qu'il a donc reçu. Qu'est-ce qui se passe si toutefois cet oracle en question il constate qu'il n'y a pas le smart contract n'a pas été respecté entre guillemets? Est-ce que qu'il y ait du contrôle, c'est une chose, mais s'il n'y a pas de sanction, est-ce qu'il peut se permettre de donner des sanctions derrière pour que ça. S'il n'y a pas de sanctions, ça ne peut pas. A va pouvoir donc faire donc recours à ce problème-là, ce qui veut dire qu'on pourra ensuite constater ce problème-là auprès de B. Que B soit pas de fois Étant donné que ça après c'est dans le cas, donc on peut avoir des biais si B existe bien, si ce n'est pas une société fantôme, etc. Pas à tous, voilà, mais au moins que A puisse avoir donc recours et puisse bien dire que voilà, non, j'ai un problème. Je vais m'autoriser à poser des questions. Ça marche. Je trouve quand même qu'Oracle, c'est plus sympa que Cassandre comme nom pour l'institution. Une remarque sur votre innovation là, en deux temps, enfin, 0, 1,5, 1,2. Ça me fait penser à la dernière configuration de Gmail où on peut dire du mal de son voisin de bureau parce qu'il ne remplit jamais la photocopieuse de papier. Envoyer une mail et juste 2 secondes après, c'est plus l'envoyer. Et c'est psychologiquement
techniquement, c'était bien quand même de faire ça. Donc tu as quand même la possibilité technique en termes de mail, d'écrire un mail, de l'envoyer, et puis après, juste au dernier moment, de dire bah non, en fait, je ne peux plus envoyer. Et après, moi, ça me fait penser forcément, parce que mon dada, la théorie des jeux itérative, et là, en fait, le problème que j'aurais purement théorique pure et dure, c'est qu'on joue qu'une fois, en fait. Et la réputation, par rapport à la question qui vient de poser, la réputation de B va forcément prendre un coup si A est capable de dire, regardez, lui. Exactement, mais j'ai donc occulté toutes nos équations pour éviter de vous faire de votre tête, mais j'ai intégré bien évidemment dans la situation 2 que j'ai présentée et dont la première est basée sur Hart, bien évidemment sur ses travaux du prix Nobel. Cette modélisation, donc ici, c'est donc, B a un coût, donc ici, qui donc augmente donc, en fonction et à la fois de la condition si on est dans une situation où on n'a pas de smartphone, dans le cas où il faut se réparer, et aussi la rémunération de cet oracle qui doit être là aussi constaté. Donc on a d'où le fait que B a des coûts dans cette situation-là qui sont plus fixes et qui augmentent selon l'option où on est. D'accord. Et du coup, tu as un modèle où le coût il augmente de manière exponentielle, mais il est avec le nombre de smart contracts qui ne sont pas satisfaits. Ça, mais j'ai pas fait en exponentiel, j'ai fait en termes de contrat sur ces modèles de Hart, où je me suis, c'est basé, et sur un cas entre A et B qui fait donc un contrat en fait. Et après, on pourrait exponentiel. D'autres questions? C'est bon? Ah si, non, on ne va pas supprimer le concours d'avocat, hein? Non, c'est... Bon. Je ne vais pas relever. Vous parliez des blockchains privées, vous avez vu qu'il y a eu une récente en matière d'information d'entreprise. C'est ça? Ou pas? Il y avait un tableau donné avec la loi Pacte, et puis juste avant, il y en avait une autre. Exactement. Et qui a été faite fin mars. Voilà, vous avez des précisions sur cette blockchain privée? L'information est passée donc, en France où c'est maintenant, on peut avoir un partage de cette information sur toutes les sociétés qui sont créées, sur leur statut, sur leur changement d'état, et qu'on peut connaître par tous. Alors on a concrètement, parce que ça reste quand même très théorique la blockchain de façon générale. Moi, j'arrive pas à comprendre non plus si un jour on me propose un contrat, un smart contract, concrètement, je vais aller où? Je vais aller sur un site internet, je vais aller voir un banquier, c'est ça que je n'arrive pas à saisir précisément. Plus aucun organe. Donc en fait, c'est la même chose que le Bitcoin, où vous allez sur internet et vous-même, chaque utilisateur peut faire un smart contract. Tout simplement. C'est sur des sites internet que tout se fait. Vous-même, et ce n'est pas vous-même qui allez écrire donc un protocole donc informatique. C'est plus complexe. On va avoir donc A et B. Donc A va dire je souhaiterais donc acheter un smartphone. Donc il lance cette information au sein de la blockchain. Et dans cette blockchain, donc il faut être clair, donc on parle de désintermédiation, mais si on entre dans les vrais détails de la blockchain, on n'est pas à 100% désintermédiaire. Étant donné que ce que vous voulez faire, c'est le retranscrire en code informatique, qui est par une hash function, donc qui est vraiment très complexe, et qui va être faite par des miners. Les miners sont des gens
spécialisé dans ces langages informatiques sur la blockchain et qui va retranscrire ce que vous voulez faire en code informatique. Et c'est le premier miner qui trouve la résolution de cette équation mathématique qui va valider, c'est la condition que vous avez lancée pour que votre smart contract soit fait. Donc c'est plus complexe que, voilà, je ne suis pas partie dans les détails, c'est plus profond, parce que je pense que je n'aurais plus eu une seule cette personne ici. Donc j'ai fait ça de manière plus simple, mais c'est très complexe. C'est des résolutions donc informatiques, mathématiques, très poussées, et qui vont retranscrire ce que vous voulez faire.